Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui terminent une semaine en dents de scie, qui terminent un mois de janvier chaotique, avec des résultats d'entreprises qui commencent à apporter des nouvelles importantes pour les investisseurs. On a vu avec les deux méga caps, Apple et LVMH, taille européenne bien sûr pour LVMH, des chiffres impressionnants en termes d'exécution opérationnelle au 4e trimestre, des chiffres records sur le trimestre écoulé, sur l'année 2021 pour ces deux vedettes des marchés, Apple et LVMH, et des titres qui alors normalement devrait rebondir. On verra, Apple normalement doit rebondir à l'ouverture tout à l'heure. Le titre LVMH rebondissait ce matin à l'ouverture, mais on voit que la hausse est déjà en train de s'affaiblir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ces valeurs de croissance sont un petit peu moins dans l'ambiance du moment sur les marchés, malgré ces résultats spectaculaires, malgré des baisses déjà à 2 chiffres pour les cours de bourse d'Apple et de LVMH par rapport aux sommets récents qui ont été atteints en début d'année. On voit bien que le rebond reste compliqué. LVMH est autour de l'équilibre dans une séance qui est négative, en tout cas sur cette première partie de la journée en Europe, même très négative puisqu'on baisse de 1,5 à 2% sur les principaux indices européens en cette fin de semaine. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen sur le fond de la macroéconomie après la croissance américaine. Place aux premières estimations de PIB pour différents pays européens. Une croissance de 0,7% pour la France au 4e trimestre, après 3,1% au 3e trimestre. La France qui aura engrangé donc au total 7% de croissance en 2021 après une baisse de 8% en 2020, ce qui nous donne là un acquis de croissance de 2,4% pour l'économie française en ce début d'année 2022. Et puis bien sûr, on regarde ce qu'a fait l'économie allemande et on s'attendait déjà à un trimestre faible, 4e trimestre faible en Allemagne. C'est confirmé avec la première estimation de Destatis à moins 0,7% pour le PIB allemand. L'économie allemande qui aura rebondi de 2,7% en 2021 après une baisse de 4,6% en 2020. Et puis notons également un bon chiffre de PIB en Espagne avec une progression au 4e trimestre pour l'économie espagnole de 2%. Ce sera également en cette fin de mois l'occasion de retrouver Bertrand Lamiel de Ports en Par Gestion et Jean-François Bay de Cantalis pour notre grand tableau de bord des marchés à l'issue d'un mois, je le disais, chaotique qui aura été marqué par un match value growth titanesque. Séance à nouveau compliquée pour terminer cette semaine qui aura été une semaine de montagne russe sur les marchés. Les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec Alix Nguyen. Après une semaine bien volatile, l'indice parisien s'accorde un break. On relève cependant que le CAC est parvenu à effacer l'essentiel de ses pertes. Si le marché digère toujours le changement de cap de la Fed, il semble cependant avoir assimilé la perspective de 5 hausses des taux cette année, tout en cherchant du réconfort auprès des indicateurs économiques, mais aussi des publications d'entreprises. On remarque des soutiens de poids à la mi-journée. L'action d'LVMH avance dans le vert. Le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 36% comparé à 2020 et de 14% sur 2 ans à plus de 64 milliards, porté par la mode et la maroquinerie. Le géant du luxe affiche un résultat net de 12 milliards d'euros et ce, malgré un premier semestre toujours mis à mal par la pandémie. Et puis Apple vient d'annoncer des résultats records, faisant fi d'une pénurie de puces qui pénalise pourtant tous les fabricants de produits électroniques. Ses ventes ont progressé de 11% pour le trimestre avant Noël et s'établissent à 123,9 milliards de dollars, soit un chiffre nettement supérieur aux attentes. Pour l'année à venir, la firme californienne se montre très optimiste. Il y a aussi la performance de JCDecaux dont le titre s'envolait de 10% ce matin. Le groupe surprend en faisant mieux que prévu au dernier trimestre 2021. Ses revenus annuels rebondissent de 18,7% à 2,74 milliards d'euros. À l'inverse, Total Energy recule sous l'effet de prise de bénéfices et ce après un gain de 3,5% cette semaine. Le repli d'Airbus empêche aussi la tendance. À noter que Veolia détient désormais 95,95% du capital de Suez, une annonce faite hier par l'autorité des marchés financiers à l'issue de la réouverture de l'OPA par Veolia sur son ex-rival. Le seuil de détention de 90% des titres autorise désormais Veolia à lancer une
une offre publique de retrait sur le reste des titres en circulation pour les récupérer. Et puis un détour par les États-Unis où le Dow Jones a terminé à l'équilibre hier. Le Nasdaq a pour sa part cédé 1,4% après avoir gagné jusqu'à 1,7%. Et puis on termine avec la bonne nouvelle de la matinée. En France, la croissance en 2021 s'avère meilleure qu'attendue. D'après des données publiées par l'INSEE l'an dernier, le produit intérieur brut de la France a progressé de 7%. On précise cependant que sur l'ensemble de l'année 2021, le PIB reste 1,6% en deçà de son niveau moyen en 2019. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Comme chaque dernier vendredi du mois, c'est l'heure de dresser le bilan du mois écoulé avec le grand tableau de bord que nous propose chaque mois donc Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, et Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Par Gestion, à mes côtés en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Une année 2022 qui démarre sur les chapeaux de roue. Quels sont déjà les premiers enseignements que vous pouvez en retirer, Jean-François, du point de vue des flux, de la collecte et de ce qui intéresse aujourd'hui les investisseurs dans un environnement de marché chaotique? Oui, écoutez Grégoire, j'ai réécouté le podcast de notre dernière émission et on parlait à l'époque d'Omicron et en disant les marchés vont passer à travers ce facteur Covid pour se projeter et le facteur prédominant c'est le facteur inflation et à l'époque on avait parlé de marché moins complaisant et de marché plus sélectif. Je pense qu'on y est, on a vécu le mois de janvier dans cet environnement-là et les chiffres de collecte un peu en avant-première puisque c'est encore tout chaud et puis le mois de janvier n'est pas terminé mais en estimé on voit effectivement que 2022 janvier est un peu dans la lignée de ce qu'on a connu en 2021, mais avec des éléments fondamentalement différents. Dans la lignée, je m'explique, donc toujours une collecte sur des fonds actions. On est de l'ordre de 30 milliards de collecte, 30 milliards d'euros de collecte sur le mois de janvier. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt réconfortant. Les investisseurs sont toujours à la recherche d'actifs risqués. Et plutôt en défaveur des taux, des produits de taux, des produits obligataires. C'était pas très fameux pour la collecte obligataire et monétaire l'année dernière en 2021, ça reste compliqué pour le mois de janvier. On sort du monétaire, on sort des produits de taux classiques. Donc la grande rotation se poursuit, mais et on a toujours aussi sur les fonds actions une approche un petit peu thématique et sectorielle qui a prédominé. C'était le cas en 2021 et ça reste vrai en 2022, mais c'est pas la même année. Premier élément, sur ces 30 milliards, on voit que les investisseurs sont plutôt sur des fonds passifs, sur des ETF, alors que l'année dernière, les 2/3 de la collecte s'étaient faits sur des fonds actifs. On a longuement parlé avec un retour justement de l'alpha et du stock picking ou du bond picking. Là, on voit que le mouvement était plus, j'allais dire, technique, d'une réallocation de portefeuille en faveur des ETF. C'est un match un petit peu inversé, 2/3 sur des ETF. L'autre élément, c'est que je parlais des thématiques, c'est pas du tout les thématiques croissance, c'est plutôt les thématiques cycliques. Donc non ISR, on va retrouver du pétrole, des commodities, etc. C'est, pour vous donner une idée, 28 milliards de collecte sur ces thématiques plus cycliques. Donc c'est pratiquement l'ensemble des souscriptions qui sont allées sur ces thématiques. Donc il n'y a pas de dislocation sur les marchés européens, il n'y a pas de sortie massive. Au contraire, les investisseurs, c'est plutôt une réallocation de portefeuille auquel on est en train d'assister. D'ailleurs, quand on regarde les performances sur les marchés en Europe, c'est plutôt Total, Renault, Carrefour, je lisais ça avant de venir, qui sont en hausse depuis le début de l'année. Et inversement, on a les Dassault, Eurofin, Hermès et Worldline qui sont en queue de peloton. Donc voilà, on est dans une approche, une rotation aussi, toujours en faveur des thématiques value. Et quand on regarde justement cette réallocation, deux dernières remarques rapides. La première, c'est que du coup, sur l'impact sur les gérants est très forte. C'est plutôt en défaveur des grands gérants growth, croissance depuis le début de l'année. Donc j'ai noté Morgan Stanley, Pictet, Comgest, Polar Capital, qui souffrent beaucoup et qui subissent des décollectes, puisque ce sont des gérants actifs et sont
sont des gérants valeurs de croissance. En revanche, on a des très très belles collectes sur UBS, ETF, iShares, Spider et Xtracker, donc les fournisseurs d'ETF, sur des thématiques type commodities, bancaire en Europe, bancaire aux US, même gold, même les actions chinoises, le mining, enfin voilà. Donc c'est forcément, je dirais, ce match qui se joue en faveur des ETF. Le deuxième remarque rapide, c'est le focus sur les obligues. Une collecte toujours très forte sur des fonds obligataires indexés à inflation, parce que l'année dernière, on a battu des records en Europe et aux États-Unis. C'était de l'ordre de 70 milliards de dollars de collecte sur des fonds au niveau mondial indexés à inflation et de l'ordre de 15-20 milliards en Europe. C'est toujours le vrai sur janvier. Et en défaveur des fonds obligataires classiques, les investisseurs ont peur de cette hausse des taux et donc sortent du risque taux. J'allais dire, voilà, on a une question sur la diversification des portefeuilles et des allocations, en se disant si on a vraiment de l'inflation, enfin on a en face de questions sur l'inflation, et donc j'ai plutôt tendance à me désensibiliser sur les taux. On voit que sur l'année 2020, ce qu'on appelle l'obligataire sans risque, d'État ou d'entreprise très bien notée, a délivré des performances négatives. C'était plus arrivé sur une année entière depuis très très longtemps, donc ça marque, j'imagine, quand même un peu les esprits. Oui, l'année dernière, c'était plus 6% sur les obligues indexés inflation, moins 6% sur les emprunts d'État. Et donc 2022, on reste dans la même veine. Les investisseurs ont compris que les taux protégeaient plus des portefeuilles, protégeaient plus les allocations, et donc ont tendance à, je veux dire, suivre le discours de la Fed en disant on va avoir pas mal de hausses des taux devant nous, et donc ça change fondamentalement le paradigme, c'est un nouveau paradigme, que ce soit sur le marché action, que ce soit sur les marchés de taux. Je relève effectivement votre point, alors c'est sur le premier mois de l'année 2022, à travers l'utilisation des ETF versus la gestion active. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est la manière que trouvent les investisseurs de gérer un moment un peu tactique de marché, plus que de remettre en cause l'idée que 2022 serait encore une année de stock picking? On va parler des dispersions de marché entre secteurs, au sein des secteurs. Normalement, ça reste quand même des environnements où une bonne sélection de valeurs doit permettre de générer de la surperformance. Oui, alors habituellement, janvier, c'est plutôt un bon mois pour les marchés américains, européens. Et donc là, on voit que le début d'année 2022 est encore une année un peu différente à ce titre-là. Et je pense que la réallocation se fait rapidement via des ETF. C'est pas tellement fondamental, c'est tactique. On veut réallouer sur des portefeuilles et donc réallouer ces portefeuilles dans deux mouvements. Prendre ses gains sur ce qui a bien performé en 2021. C'est vrai que la fin d'année était un petit peu aussi tactique, technique et indiciel. On était surpris à cadeau de Noël qui était un peu empoisonné et on se retrouve à devoir gérer ça en début d'année. Il y a aussi le mouvement américain qu'on n'a pas connu en Europe, et peut-être Bertrand pourra nous éclairer. Les États-Unis, ça a été pas mal disloqué. Autant en Europe, ça a plutôt bien tenu et on a connu ce mouvement de réallocation sur la value. Autant sur les États-Unis, on a une dislocation sur le Nasdaq et sur beaucoup de marchés, sur l'ensemble des marchés, qui était un petit peu extrême. Donc les investisseurs internationaux et européens ont compris et se sont ajustés donc en ce début d'année. Mais c'est vrai que ça n'a rien de fondamental. C'est pas, on ne peut pas expliquer en disant c'est le retour de la value à long terme avec des investisseurs qui vont pouvoir revenir sur des fonds plus actifs. C'est pas, en tout cas à ce stade, c'est pas encore le cas. On ne peut pas tirer cette conclusion définie. Au passage, BlackRock, alors qui truste 50% de la collecte sur le marché de la gestion indicielle en grande partie, quand même, c'est BlackRock. 10 trillions de dollars d'encours sous gestion, ça c'était à la publication des résultats de BlackRock il y a quelques semaines. Il y a un équivalent dans le monde, c'est le bilan de la Réserve fédérale américaine, enfin dans deux domaines assez différents. Mais est-ce que ça devient un sujet quand même pour l'industrie de la gestion d'actifs mondiale ? C'est forcément un sujet pour des investisseurs et pour les concurrents. Quand vous avez 10 000 milliards, quand vous avez un acteur qui, sur le mois de janvier, collecte 50% de la collecte nette du marché, donc je disais 30 milliards sur les actions, 15 milliards sur BlackRock iShares, c'est forcément une question pour les concurrents et le marché, parce que effectivement, BlackRock, c'est devenu une sorte de banque centrale. C'est 10 000 milliards en face
un intervenant qui pèse 10 000 milliards, donc les mouvements de marché, donc les investisseurs doivent faire une action comportementale et une analyse comportementale sur si BlackRock intervient, ça va forcément faire décaler et ça va avoir un impact à la hauteur de ce que peut faire une banque centrale, avec aussi des outils 400 fonds qui sont distribués en Europe. Je vous donne la taille du iShares S&P 500, c'est 50 milliards d'euros sous gestion, donc un seul ETF pèse 50 milliards, et sur les collectes depuis le début de l'année, sur le mois, c'est plus 2 milliards sur iShares MSCI World, le Eurostock Bank, le Mining, le Gold, le Chine Equity. Donc quand vous avez un ETF qui collecte 2 milliards rien que sur Eurostock Bank, sur un secteur, vous doutez bien que ça fait décaler le marché, ça fait bouger. Donc je ne sais pas s'il y a un risque systémique, s'il y a une analyse à faire concurrentielle ou de souveraineté vis-à-vis de l'Europe, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut absolument suivre ce que fait BlackRock, parce que dans tous les cas, ça a des conséquences sur le mouvement de marché. Bertrand Lamiel, je le rappelle avec nous également, directeur général de Ports en Par Gestion. Bertrand, il faut sans doute qu'on apprenne à moins regarder peut-être le prix des indices et regarder un peu plus précisément ce qui se passe dans les indices. Je regardais là le MSCI Value Europe, donc l'indice sectoriel de la value en Europe, a pris 14 points d'avance sur la croissance, donc le même indice style growth en Europe, sur le mois de janvier. C'est historique. Oui, on a un véritable retournement, c'est-à-dire qu'on a eu 2020. 2020, c'était une année, ce qu'on appelait le dispersion, rappelez-vous ce qu'on appelait la reprise en cas. En fait, vous étiez dans la tech, vous étiez dans la medtech, ça se passait bien, vous étiez ailleurs, ça se passait mal. Donc là, c'est de la dispersion. Donc une fois qu'on a compris, on se met dans le sens de la tendance et ça se passe bien. 2021, c'était un peu plus rock'n'roll parce que là, on avait des normalisations. Donc voilà, j'ai beaucoup monté, je redescends, j'ai beaucoup monté, voilà. Mais globalement, on restait dans une logique de tendance. Donc il y avait des normalisations intermédiaires qui pouvaient faire mal, mais globalement, ça restait une logique de tendance. Value et growth ont fait la même perf en 2021. Voilà. La performance s'est pas faite de la même manière, mais du 1er janvier au 31 décembre, on y a eu des moments, il y a eu des moments value, il y a eu des moments grosses. Donc en fait, le fait d'être typé permettait pas de faire la différence et globalement tout le monde pouvait être heureux à la fin de l'année avec son style de gestion. Là, ce qui est en train de se passer sur 2022, donc c'est plus de la normalisation, c'est du retournement. Alors très visible aux États-Unis. Il suffit de regarder le S&P et le Nasdaq qui sont bourrés de valeurs tech. Je vous rappelle, le Nasdaq 100, 7 valeurs tech composent plus de 50% de l'indice. Là, on a enfoncé des moyennes mobiles 200 sur le S&P et sur le Nasdaq. Et pas un petit peu, bien. Sur le mois de janvier, on n'avait jamais perdu aussi vite 10% sur le S&P 500. Enfin, on a quand même une centaine d'années de recul derrière nous sur le S&P 500. C'est la 4e année, voilà, on est dans le top 4. Quoi. C'est un des pires démarrages de l'année pour Wall Street. De l'année sur Wall Street. Sur la tech, parce que quand on regarde le Nasdaq, on se dit moins 13, ça va, vu les gains qu'ils ont fait, c'est moins 13, on va se détendre. Moins 13, oui, mais parce que vous avez des gros poids lourds comme Microsoft, comme Apple, comme Google et Nvidia, donc 4 parmi les 7 qui tiennent des moyennes mobiles 200 et qui ont certes reculé, mais pas trop. Par contre, quand on va regarder derrière des dossiers que je vous citais en 2020, qui étaient les darlings de la tech, les pelotons sur les vélos connectés, moins 70, Netflix, Twitter, moins 35, DocuSign, moins 45. Ça, c'est sur 3 mois. Si on prend sur les points hauts, on est sur du moins 50, moins 60. Donc il y a un carnage énorme qui est en train de se réaliser aux États-Unis. Et comme aux États-Unis... Il y a une espèce de shadow crack même. C'est-à-dire qu'il y a plus de 55%, je crois, au dernier comptage, des valeurs du Nasdaq qui sont sur des baisses de 50%. En fait, il y a le 19 janvier, donc il y a 5 jours, 6 jours, il restait sur le Nasdaq 25% de valeur au-dessus des moyennes mobiles 200. 5 jours après, il n'en restait plus que 14. Donc la lessive, elle est faite. D'accord. On est pas mal avancé. On peut parler d'une correction là. Non, mais clairement, on est dans un retournement. Alors ça se voit moins en Europe parce que la banque et le pétrole sont gros dans les indices, notamment dans le CAC 40, ce qui permet aux indices européens de tenir des moyennes mobiles 200. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, parce que typiquement l'énergie aux États-Unis, on est à moins de 6%. Donc Chevron peut faire des plus hauts, ça pèse rien vis-à-vis de toute la tech. Et on est dans ce moment-là avec en plus un sentiment qui est baissier, mais comme jamais. On a sur les puts, donc ces
des assurances contre la baisse. On a des niveaux d'achat qui sont records, et ces niveaux d'achat records font écho à ce qu'on a eu en mars 2020 au creux du marché ou en 2008 dans la débandade. Ouais. Et là, ce qui est assez récent, hein, parce qu'en début d'année, on était encore dans l'idée un peu de complaisance. Rallye de Noël qui nous avait porté. Les 2-3 premiers jours de l'année ont permis à des valeurs comme Apple et LVMH de marquer de nouveaux records. Mais voilà, le sentiment a tourné en 3-4 semaines. Complètement tourné et très très vite. Et c'est là où on se dit, c'est allé trop vite, trop fort. Parce que je veux bien que la Fed soit en train de resserrer les taux, tout ce qu'on veut. Mais quand on regarde quand même la croissance qu'on a eue sur le quatrième trimestre aux États-Unis, on n'est pas dans les niveaux de croissance ou de problèmes qu'on avait sur l'économie, qu'on avait en 2008 dans le crack en pleine explosion de la bulle immobilière. Donc je pense que là, ça va trop vite, trop loin, et que ça appelle probablement... Ça veut dire que les valeurs vendues sont survendues, les valeurs peut-être à l'inverse qui sont achetées, plébiscitées aujourd'hui, sont peut-être techniquement un peu surachetées désormais ? Jean-François parlait de quelques dossiers qui se comportent bien depuis le début de l'année. Quand on écarte le spectre et qu'on regarde au-delà du CAC 40, quand je vois CGG et Solocol, anciennement Page Jaune, à plus 30, bon, je veux bien aller faire de la value, mais il y a des limites à tout, et je suis d'accord avec Jean-François. Il y a un niveau de qualité à préserver, vous dites. Il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Donc dans la croissance, il y a des choses qui sont très bien et qui sont beaucoup moins chères, puisque forcément ça a décollecté. On parlait d'LVMH. Honnêtement, le luxe, ça tient, ça fait le job. Les résultats sont au rendez-vous. Et quand on regarde un peu à froid, qu'on prend du recul, on regarde le parcours d'LVMH. LVMH sur 2 ans, donc on prend 31 décembre 2019, le creux de 2020 et la remontée de 2021, c'est 70% de performance. Ouais. C'est aussi la performance la croissance du résultat net. Donc globalement, LVMH a progressé de manière certes spectaculaire, mais c'est juste, entre guillemets, il n'y a pas d'excès. Alors que sur d'autres, on parlait par exemple dans les Darling de 2020 et de 2021, il y avait Sartorius Stedim, donc un opérateur medtech qui est aux portes du CAC 40. Là, il y a aussi une croissance qui est spectaculaire. Ils ont publié, donc eux, ils ont fait fois 3,5 sur le... fois 2,5 sur les 2 ans, fois 2,5 sur le résultat, donc franchement c'est énorme. Ils annoncent que ça va bien continuer sur 2022. Le problème, c'est que le cours de bourse, dans le même temps, il a fait fois 3,5. Et que après la correction, on est à moins 22 depuis le début de l'année, et vu les résultats qu'on a là, on se paye encore 49 fois. Ouais. Et ça, le marché n'en veut plus. Alors, en novembre, ça lui allait très bien. Aujourd'hui, il n'en veut plus. Donc on est sur du flux, on est sur de l'émotion, avec des niveaux de tension extrêmes, de peur qui se matérialisent via les différents indicateurs techniques que je vous indiquais. Et je pense qu'il faut se méfier, parce qu'à un moment donné, quand ça va se retourner, il y a un tel niveau de short sur le marché qu'il peut y avoir un rebond violent. J'entends. Maintenant, il ne faudra pas non plus prendre ça pour un retour. Ça y est, c'est reparti. Je pense que ce sera le moment de terminer les rotations sur les portefeuilles pour se reposer, parce que sur des dossiers value, et là où il y a un gisement selon nous, c'est que dans la value, il y a un secteur qui a à la fois value, 2 est en retard, c'est tous les dossiers qui sont encore touchés par les restrictions dues à la pandémie. Bien sûr. Je pense à des Airbus, je pense à des Vinci par exemple, voilà, qui n'ont pas encore retrouvé leur niveau là, et on les voit, ils sont en embuscade. Mobilité, tourisme, loisirs, etc. Voilà, ces dossiers-là, il faut les regarder de près, parce qu'au moment où la pandémie, au moment où le marché va se dire, OK, la pandémie est peut-être un peu derrière nous, là, il y a probablement un rallye. C'est normalement, si on passe de la phase pandémique à une phase endémique normalisée, vous dites ce sera l'année pour ces valeurs et ces secteurs qui, depuis 2 ans, sont toujours et on en retrouve aussi pas mal dans les mid-cap. Ouais. Il y a donc on voit bien effectivement qu'on est en phase d'ajustement de marché et de la fin de l'argent facile. Donc les gens se projettent, c'est un peu comme aux échecs, la menace vaut exécution. Oui. Et donc on se dit, il faut que je puisse faire cette rotation de portefeuille, en ayant en tête les mains fortes type BlackRock, on a dit quand même des acteurs de poids en face de nous, et aussi les particuliers, puisque les particuliers utilisent des ETF, c'est encore plus vrai aux États-Unis, mais c'est de plus en plus le cas. Donc les néo-brokers sont aussi de plus en plus, qui nous écoutent sans doute aujourd'hui, sont de plus en plus actifs sur la bourse européenne. Donc ça vient accélérer les flash crash, ça vient accélérer les effets moutonniers. Les 2 inconnus qui expliquent que le mouvement d'ajustement vont se poursuivre, c'est que d'une part, on a une inconnue sur la Fed et les taux d'intérêt. Donc j'allais dire, on achète la rumeur, on va voir la nouvelle. Donc tant que la Fed n'a pas vraiment agi, on reste dans ces scénarios 3 hausses, 4 hausses, 7 hausses. D'autant qu'il ne se ferme aucune option. Il ne vous aide pas, Jérôme Powell, parce qu'il veut garder toutes les options ouvertes. Si vous avez compris ce que je disais, c'est que je me suis mal exprimé. C'est un peu de ça. Il n'y a plus de forward guidance, on va dire comme ça. Il n'y a plus de forward guidance. Donc du coup, ça laisse la porte ouverte à des exagérations. On imagine le pire. La deuxième
deuxième, c'est l'inflation. Tant qu'on est sur des hausses des taux de pétrole et des hausses de l'inflation et qu'on n'a pas de signal de reflux de l'inflation, les investisseurs, dont on sait que l'inflation est capitale, dans des allocations, imagine le pire. On se dit, alors 5, 6, 7, où va-t-on s'arrêter ? 7% d'inflation aux US, 5% d'inflation en décembre en zone euro, quelle horreur. Et là, on fait tourner les modèles de Valo, et du coup, ça fait mal. Donc je pense que c'est deux indicateurs qui pourront, entre guillemets, rassurer une intervention concrète et une inflation qui reflue. Bon. Avant que la poussière retombe et que le sentiment peut-être se normalise, j'ai LVMH sous les yeux, là, ça prenait, je sais pas, 2-3% à l'ouverture ce matin. Résultat extraordinaire, bien sûr, il n'y a rien à dire. Chez Louis Vuitton, enfin mode et maroquinerie, ils sont 50% au-dessus du 4e trimestre 2019. Le marché a du mal à la payer encore. Là, c'est revenu à zéro, voire légèrement dans le rouge. Ça montre bien que cette phase de crispation psychologique sur les valorisations, là, elle est pas terminée totalement. Et c'est pas la plus excessive, LVMH, c'est ce que vous disiez. Non, sachant qu'en plus, dans les résultats, il y a des indicateurs qui sont plutôt bons sur tout ce qui est le travel retail, qui était forcément la division qui était touchée, donc qui donne plutôt des signes encourageants. Effectivement, mode maroquinerie, c'est la division la mieux margée, qui fait la plus belle progression. Donc voilà. Donc effectivement, il y aura des opportunités. Donc sur croissance et inflation, c'est plutôt deux bonnes nouvelles, parce qu'on parle. Mais ça se rachète déjà ou pas là ? Est-ce qu'on a déjà envie, je sais pas, du Dassault Systèmes, pareil, du Pico Creux, ça a peut-être perdu 30% Dassault Systèmes. Ça reste cher peut-être, j'en sais rien, mais bon, comme vous disiez, il y a 3 mois, le marché était très content avec Dassault Systèmes qui se payait, je sais pas, 40, 50 fois les profits, j'en sais rien. Oui, il faut être. Ce qui se passe en plus, c'est que on a décrit là les rotations sectorielles, mais il y a aussi un écart intra-sectoriel qui est énorme. Si on prend par exemple dans le secteur pétrole, donc secteur pétrole qui est en train de revenir, on pourrait se dire tout le monde est à la fête. Pas vraiment. Parce que dans le secteur pétrole, vous avez, comme dans chaque secteur a priori, des compartiments plutôt tech, des compartiments value. La différence entre Royal Dutch Value et Vestas, les éoliennes, qui est plutôt croissance, c'est 30%. Donc on a, dans chaque secteur, il y a 30% d'écart en un mois. Il y a 30% d'écart entre la division plutôt croissance et la division plutôt value. Donc c'est tout ça qui est compliqué à appréhender, et au milieu de tout ça, il faut éviter de sauter sur tout ce qui bouge sous prétexte que c'est value, et inversement de jeter tout ce qui est croissance. Donc il faut vraiment regarder. C'est difficile d'imaginer qu'on puisse refaire un mois de février en poursuivant encore plus loin les tendances qu'on a observées en janvier. Sur la tech, certes, ça a dégonflé pas mal, et souvent ça confirme des bons résultats, mais on reste avec des niveaux de valorisation sur certains dossiers qui sont encore élevés, donc qui militent pour une certaine prudence, parce que ce mouvement il est probablement pas terminé. Bon, inversement, on a des dossiers qui sont plutôt bien comportés, en général qui ont sauvegardé des moyennes mobiles de 100. Si les résultats sont au rendez-vous, on voit que à la LVMH, on reste dans un environnement de marché qui est compliqué. Ça fait pas des étincelles, mais globalement, ça passe. On le voyait hier soir, on a eu des sets de résultats sur des valeurs moyennes comme Manitou, comme Mersenne, qui sont bons, qui donnent des bonnes indications. C'est des dossiers qui avaient été préservés par le marché parce qu'on se doutait que ça allait être bon. Et ce matin, je sais pas aujourd'hui. Parce que là, ça baisse de 1,5-2%. Ça se passait pas une bonne journée. Et voilà. Inversement, on avait LDLC, donc distribution de produits, de produits tech, là qui hier soir, donc qui avait déjà été attaqué par le marché et qui hier soir révise sa guidance à la baisse. On était à -3 à l'ouverture. Donc en fait, on a souvent avec les résultats la concrétisation de ce qu'on pressentait dans le marché. Et donc si c'était déjà attaqué, il faut vraiment des résultats béton pour que ça puisse remonter. Et inversement, si ça avait été préservé, des bons résultats, des résultats dans la plaque, ça permet donc il faut se concentrer sur ce type de dossier et aller regarder ceux qu'on n'a pas. Donc typiquement dans ce mouvement-là, je pense que les banques et l'assurance, ça reste encore des dossiers parce qu'on n'est pas forcément très cher, on est sur des prix moyens classique, revenu sur des moyennes, il y a encore du potentiel. Dans l'énergie, il faut faire gaffe à ce qui est monté, mais typiquement un dossier comme Equinor, ça nous semble encore bien. On est plutôt sur le gaz, et voilà, c'est des types de dossiers qu'il faut aller rechercher. Et puis dans la croissance sélective, des Microsoft, des Apple, franchement, c'est plutôt bien. Ça peut souffrir encore un peu, mais on a quand même été rassuré par les résultats. Microsoft. Il y a de la trésorerie, la remontée des taux peut peser sur les valorisations, mais pas sur leur marche opérationnelle. Ils ont tellement de cash qu'ils peuvent encore faire des acquisitions. Merci beaucoup, messieurs, pour ce premier bilan de l'année 2022, un bilan mensuel. On vous retrouve chaque dernier vendredi du mois dans Smart Bourse pour ce grand tableau de bord des marchés. Jean-François Bête, DG de Cantalis, et Bertrand Lamiel, DG de Ports en Par Gestion, étaient avec nous dans cette édition de la mi-journée.